Merci. Merci Madame la modératrice, mais merci à vous tous de m'avoir invité à parler d'un sujet. C'est vrai que je suis spécialiste de l'obésité, mais aussi du végétalisme, puisqu'on est de très très loin, l'équipe qui a le plus publié sur ce sujet particulièrement inquiétant dans les temps qui courent. Alors, voilà, donc juste mes liens d'intérêt. Je travaille à peu près avec tous les industriels des préparations infantiles et j'en suis très fier. Alors, oui, parce qu'on ne peut pas éliminer ça, parce que ce n'est pas très très joli. Vous pouvez vous cliquer sur le... Comme ça. Ah, non, je ne sais pas ce que vous avez fait. Ah voilà, voilà. Si c'est bien là, non? Attends, présentateur. Il ne faut pas? Non. Ça commence mal. Pourtant, c'était joli. Oui, sauf que les gens voient ça, en fait. Ah, d'accord. Sur l'écran, là, c'est joli, mais pas sur... faut vous mettre en mode... Ah, mais est-ce que c'est en PDF? Non, c'est pas en PDF. C'est un PowerPoint. Voilà. Je vous cache ça. Et le truc est au-dessus aussi. Parce que ça passe... Ah non, les gens ne le voient pas, c'est ça? Non, les gens ne le voient pas. D'accord, très bien. Donc, Pascal Ebel m'a autorisé à montrer cette diapositive qui, je pense, en dit long sur l'évolution particulièrement inquiétante que vit la société actuellement. Elle a fait une enquête, elle avait pris un échantillon représentatif de Français et il y a 20 ans, elle leur demandait, quand on vous dit aliments de qualité, que répondez-vous? Et vous voyez, plus c'est gros, plus ces mots ont été prononcés. Il y a 20 ans, on aimait manger. On était quand même le pays de la gastronomie. Et donc, c'était les mots bon et goût qui ressortaient. 18 ans plus tard, elle pose la même question à un nouvel échantillon représentatif des Français. Et là, je trouve ça catastrophique. Le bio dont on sait que c'est l'arnaque commerciale du XXIe siècle, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, sans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur de tout, sans OGM, sans pesticides. Je rappelle qu'aucune preuve n'existe scientifiquement sur la toxicité par le biais de l'alimentation de ces produits, et surtout sans sucre, sans lait, sans viande, etc. Et c'est bien sûr ça dont on va parler aujourd'hui, parce que ces régimes sans entraînent des conséquences absolument dramatiques chez tout le monde, mais tout particulièrement chez l'enfant et chez l'adolescent. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous convaincre qu'il faut essayer de changer les mentalités et redevenir le pays de la gastronomie que nous ne sommes plus. Alors, ce produit que vous connaissez tous est vraiment le symbole des marchands de peur. C'est juste pour... je suis, comme on l'a signalé, chef du service de nutrition, on n'a pas de concurrent. Mes enfants mangent plusieurs fois ou au moins une fois par semaine ces produits-là. Je ne leur interdis pas jusqu'à temps qu'on me prouve que ce produit est toxique. En 30 ans de nutrition, je n'ai pas encore la preuve. Alors, c'est les quatre, vous voyez, ce produit concentre les quatre peurs principales: le gluten, la viande, le sucre, le lait. Alors, je ne parlerai que des trois, parce que pour le sucre, il me faudrait une demi-heure supplémentaire pour parler de la peur du sucre. J'aime beaucoup, j'ai fait ma thèse de sciences sur le fructose, mais je peux le résumer, hein, je ne comprends toujours pas cette peur du sucre. Alors, on va les voir un par un. Je me focaliserai bien évidemment en pédiatrie, puisque je suis pédiatre, et tout ce que je vais dire là ne concerne pas l'adulte. Alors tout d'abord, les régimes sans gluten, qui sont bien plus fréquents chez l'adulte que chez l'enfant, mais on en voit de plus en plus qui se mettent au régime sans gluten. Alors je ne parle pas bien sûr de la maladie cœliaque, qui est une véritable maladie, mais je parle de ce qu'on appelle l'hypersensibilité au gluten non cœliaque, c'est-à-dire c'est une entité clinique, purement clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de démontrer autrement qu'en écoutant le patient, qui se définit par des symptômes cliniques extrêmement variés qui peuvent aller de la vraie douleur abdominale avec diarrhée à la simple fatigue. Lors de l'ingestion de gluten ou de blé plus exactement,
et leur disparition lors de l'exclusion. Bien sûr, dans chaque cas, il va falloir éliminer les vraies maladies que sont la maladie cœliaque et l'allergie au blé, qu'elles soient IgE médiées ou pas. Encore une fois, il n'y a aucun marqueur, donc ce n'est que le patient qui va dire s'il a cette maladie, entre guillemets, ou pas. Alors, l'hypersensibilité au gluten, c'est quelque chose qui peut être expliqué. La plupart des enfants, comme des adultes d'ailleurs, qui ont une hypersensibilité au gluten, ont en fin de compte un simple intestin irritable. L'exclusion du blé, qui fait partie des fameux FODMAPs, l'exclusion du blé permet à ces enfants d'améliorer leurs symptômes d'intestin irritable. Souvent, le lait, le lactose va avec. Madame Dubel a parlé de sa patiente qui ne tolérait pas le lait. Je pense qu'elle faisait partie des intolérants au lactose ou des intestins irritables. Donc, la plupart du temps, c'est un simple intestin irritable. Le seul problème, c'est qu'il faut une exclusion du gluten de manière absolument drastique, alors que ces patients, bien évidemment, tolèrent, comme tous les intestins irritables, une petite quantité de gluten. Il y a parfois des allergies atypiques au blé, avec l'allergie se développe, donc une véritable maladie, et puis parfois des maladies cœliaques latentes. Donc très rapidement, il y a assez peu d'études chez l'enfant, mais cette étude relativement récente de 2018 a pris 31 enfants de 11 ans, suspects d'hypersensibilité au gluten. L'exclusion du gluten a été faite en ouvert, donc les patients savaient. 3 n'ont pas amélioré leurs symptômes, donc ils ont bien sûr été éliminés, puisque la définition, je vous rappelle, de l'hypersensibilité au gluten, c'est l'amélioration des symptômes après exclusion du gluten. Et donc sur ces 28 enfants, ils ont reçu de manière aveugle cette fois, double aveugle, soit une capsule de gluten qui correspondait à une baguette entière, soit un placebo. Et en crossover, c'est-à-dire qu'ils ont eu 2 semaines, une semaine sans rien, et puis ensuite l'inverse, ceux qui avaient reçu le gluten ont reçu le placebo et inversement. Et vous voyez, ce sont les mêmes chiffres que chez l'adulte. Seul un tiers environ des patients ont confirmé réagir au gluten. Les autres réagissaient autant au placebo qu'au gluten. Donc c'est à peu près le chiffre qu'on a. C'est l'équivalent, donc soit d'un intestin irritable, soit un simple effet nocebo. Vous savez que dans les sportifs de haut niveau, 80% des sportifs de haut niveau sont au régime sans gluten, probablement parce qu'ils ont plus d'intestin irritable que la moyenne. Et Djokovic, qui était au régime sans gluten, j'avais été interviewé une fois par un journaliste qui m'avait dit que tous les Français tennismen avaient essayé le régime sans gluten, mais vu le manque de performance, ils avaient arrêté. Parce qu'ils pensaient que c'était grâce au régime sans gluten que Djokovic était meilleur joueur mondial de tennis. Alors, juste quand même, l'hypersensibilité au gluten, ça n'est pas qu'une maladie de la tête. Il y a des formes de maladies cœliaques latentes, très peu d'études chez l'enfant, mais vous voyez ici, sur 15 enfants qui avaient une hypersensibilité au gluten, 10 sur 15 avaient une sérologie IgG, voire IgA positive au gluten. Alors, ça ne veut rien dire, vous savez, avoir des IgG, même si ça fait gagner beaucoup d'argent à ceux qui les font, qui mesurent les IgG. Mais quand même, on est dans une situation un peu bizarre qui montre quand même qu'il se passe quelque chose avec le gluten. Et 7 sur 15, c'est-à-dire presque la moitié, avaient un HLA des QD2Q8, qui est le HLA de la maladie cœliaque, alors que la prévalence mondiale est d'environ 30% du HLA. Donc, on est un peu au-dessus. Et puis, 2 sur 15, qui n'est pas négligeable sur cette petite population, avaient une anomalie, MARCH1, une lymphocytose intraépithéliale, au niveau de la biopsie intestinale. Donc, on est quand même devant une situation qui pourrait être, dans certains cas, rare, bien évidemment, une maladie cœliaque à minima. Alors, en pratique, si vous voyez un enfant, un adolescent surtout, qui est au régime sans gluten, il l'est généralement parce que sa mère l'est. Je ne veux pas faire de sexisme, mais c'est plus souvent la mère que le père. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucun risque nutritionnel. Alors, il y a plein de choses mais on va être scientifique aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de bêtises qui se disent autour de tous ces régimes sans. Il n'y a pas de risque nutritionnel. Je peux vous assurer que les maladies cœliaques vont très, très bien et ils n'ont aucune carence nutritionnelle. Par contre, c'est terriblement désocialisant. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est bien sûr ne pas leur dire c'est dans la tête, faut arrêter. Ils ont parfois un intestin irritable, mais l'intérêt, ça, je vous l'ai dit, c'est que dans ces situations-là, on peut leur autoriser une petite quantité de gluten. Il faut qu'ils trouvent donc le seuil de gluten, ou de blé plus exactement, qui leur permet de tolérer et donc d'avoir une désocialisation moindre. C'est de loin le régime sans qui est le moins dangereux.
On va passer maintenant au régime extrêmement dangereux chez l'enfant et on va commencer par le régime sans lait. Alors là, c'est de plus en plus fréquent, bien que depuis qu'on critique la viande, je trouve que le lait a été mis un peu de côté. Mais à une époque, il y avait vraiment des sectes anti-lait qui existent toujours, mais on les entend moins, parce que maintenant, c'est les sectes anti-viande qui ont pris le dessus. Le plus souvent, c'est une suspicion indue d'allergie aux protéines du lait de vache. Dans notre service, on s'intéresse beaucoup à l'allergie aux protéines du lait de vache. On fait des véritables réintroductions diagnostiques. On a à peu près 2/3, j'ai bien dit 2/3, des suspicions d'allergie aux protéines de vache, mais qui sont parfois devant des saignements dans les selles, devant des rectorragies. Donc, on n'est pas devant des suspicions sur un cri un peu plus aigu que d'habitude. 2/3 sont infirmés. C'est-à-dire que dans 2/3 des cas, quand on a une situation chez le jeune qui forte de suspicion d'allergie aux protéines de vache, lorsqu'on essaie de le démontrer, dans 2/3 des cas, on infirme le diagnostic. Donc, le plus souvent, les suspicions sont indues. Et puis, on a vraiment les délires, infection ORL à répétition, asthme, migraine, autisme. Juste un mot sur l'autisme, c'est assez intéressant. Les autistes, 95% des autistes ont des troubles de la motricité digestive. Ils ont un intestin irritable particulièrement important. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce mythe qui circule selon lequel retirer le lactose et le blé chez les autistes les améliore. C'est vrai que ça les améliore, ça améliore leur intestin irritable. Ça améliore malheureusement pas leur cerveau, mais ça améliore leur intestin irritable. Mais comme ce sont des enfants qui ont une communication qui est assez faible, lorsqu'ils ont moins mal au ventre, eh bien, les parents disent qu'ils vont mieux, ce qui est vrai. Mais ne rêvons pas, l'exclusion du lait et du gluten ne guérit pas l'autisme. Et puis la prévention des cancers, qui bien évidemment est le mythe qui circule un peu partout dans les exclusions. Alors, le problème de retirer le lait, c'est que les adolescents, notamment, vous le voyez ici, ont des besoins absolument énormes. Vous voyez, à partir de 10 ans, 1200 mg par jour, vous allez voir que très peu d'adolescents arrivent. Vous voyez que les besoins sont supérieurs à ceux des adultes. Alors, comment on fait pour arriver à assurer ces 1200 mg? Un verre de lait, un petit verre de lait comme ça, de 150 ml, ça apporte 180 mg de calcium. Pour arriver à 1200, on multiplie par environ 6,5. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup. Alors, quelle est l'équivalence d'un verre de lait? C'est un yaourt ou 4 petits Suisses. Les petits Suisses qui sont très appréciés des nourrissons, qui heureusement sont très rarement carencés en calcium, sont des aliments très gras, ce qui, bien sûr, est très recommandé, je le rappelle, chez le jeune nourrisson, mais assez pauvre en calcium. Les fromages à pâte compressée cuite, comme le gruyère, sont 2 fois plus riches que les fromages à pâte molle. Je vous rappelle qu'une portion habituelle de fromage, c'est 30 grammes. Donc, vous voyez que 30 grammes, ça fait, on va dire, 200 à 250 ml de lait, ce qui est déjà pas mal quand même. L'alternative existe avec les eaux minérales riches en calcium. Les 3 premières que j'ai citées, Parcours Mayer et Contrex, il y en a bien sûr d'autres, hein, mais j'en ai cité ici 3 parmi les plus connus. Vous voyez qu'avec 1 litre de ces eaux-là, beaucoup de gens maintenant boivent, hein, parce qu'on croit que ça détoxifie de boire. La seule chose qui est certaine, c'est que quand on boit, on urine, mais pour le reste, ça reste plus discutable. Donc, avec 1 litre de ces eaux-là, on a la moitié des besoins d'un adolescent. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était 6,5. Vous voyez qu'avec 1 litre, donc 3 fois ça, on a à peu près la moitié des besoins. Ce n'est pas négligeable, hein. Donc, les adolescents peuvent boire 1 litre, voire 2 litres, s'ils aiment faire pipi, et assurer la totalité de leurs besoins, notamment les adolescentes qui aiment beaucoup boire. Par contre, d'autres eaux qui sont parmi celles qui sont, je ne sais pas si j'ai la flèche qui apparaît ici, qui sont parmi malheureusement les souvent bues, hein, Evian, Volvic, ça c'est de l'eau H2O, hein, ça n'apporte rien. Et l'eau du robinet en France est très peu riche en calcium. Alors, on parlait des régimes sans lait, donc on y vient. Les végétaliens, souvent nous rétorquent, mais vous nous embêtez avec votre lait. Il y a des végétaux très riches en calcium, c'est vrai, et dont le calcium est mieux absorbé que celui du lait, c'est vrai. Alors, ça me paraît imparable. Effectivement, vous voyez le chou vert paumé ou frisé ou le chou chinois, des aliments bien sûr que les adolescents consomment quotidiennement, sont des végétaux qui sont riches en calcium, c'est vrai, et en plus avec un calcium qui est mieux absorbé que celui du lait.
Le brocoli, un autre aliment favori des adolescents, est aussi très riche en calcium et avec un calcium qui est aussi bien absorbé que celui du lait. Vous voyez, le 1 ici, c'est la biodisponibilité du calcium du lait. Malheureusement, il y a d'autres aliments toujours riches en calcium, comme les épinards. Magnifique, les épinards, riches en fer, riches en calcium. Et alors là, c'est plus embêtant, vous voyez, 5 fois moins bien absorbé que celui du lait. Ça veut simplement dire que pour en absorber la même quantité, il faut en manger 5 fois plus. Donc, certains prétendent, quand je dis certains, c'est même grave, puisque l'ANSES, dans sa dernière recommandation, le recommande. Bon, on est rassuré, il n'y a aucun pédiatre là-dedans, il n'y a même pas de médecin d'ailleurs, il n'y a que des ingénieurs agronomes, dont certains, j'ai rien contre les ingénieurs agronomes, mon beau-père était ingénieur agronome, j'ai un grand respect pour les ingénieurs agronomes, mais moi on ne me demande pas d'alimenter les veaux et les cochons. Qui recommande aussi ça. Pourquoi c'est aberrant? Voilà, 1200 mg, c'est-à-dire les besoins d'un adolescent. Alors, vous savez que c'est l'extrême droite de la courbe de Gauss, hein, donc on y reviendra si vous voulez en discuter. C'est pas facile, hein, vous voyez, 1 litre de lait, le lait c'est 120 mg pour 100 ml, donc 1 litre de lait, 6 yaourts, 135 g de gruyère, 300 g de camembert, donc il faut en consommer, hein, des produits laitiers. Et si on veut les remplacer par des végétaux, j'ai mis là en équivalence de biodisponibilité, hein, c'est-à-dire que par exemple pour les épinards, j'ai multiplié par 5, puisque la biodisponibilité est 5 fois moindre. Donc, si vous connaissez des adolescents qui sont capables d'ingurgiter ces produits à cette quantité-là, vous me faites signe. Moi, j'en ai jamais vu en 30 ans d'expérience. Peut-être que Renaud en a vu, mais en tout cas, un adolescent qui s'ingurgite avec délectation 2 kilos de brocoli cuit chaque jour, ça ne doit pas courir les rues. Donc, je pense vraiment que ceux qui prétendent qu'on peut remplacer des produits laitiers par des végétaux riches en calcium, soit n'ont jamais vu d'enfants comme ceux qui ont fait les recommandations, soit n'en ont pas, soit, mais je n'irai pas plus loin. Alors pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave? Parce que, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais il faut bien le dire, la minéralisation osseuse s'arrête à la fin de la croissance. Donc, à moins qu'il y ait des enfants qui m'écoutent, pour nous tous, c'est fini. On ne peut plus minéraliser notre os. On est dans une phase de déminéralisation physiologique inéluctable. Et donc, si cette minéralisation se fait mal durant l'enfance, vous voyez ici en rouge, le pic de masse osseuse est atteint vers 20 ans, hein, donc à la fin de la croissance, eh bien, la déminéralisation physiologique étant inéluctable, si la minéralisation s'est mal faite durant les 20 premières années de la vie, eh bien, on va atteindre plus rapidement le seuil de risque fracturaire et donc augmenter son risque de fracture. Alors ça, c'est très théorique, vous voyez que c'est une vieille publication de 2002, mais dans cette espèce de méta-analyse fabriquée, que je dois d'ailleurs à Agnès Linglard, que je remercie, cette belle publication, ces belles publications ont mis ici le risque fracturaire et ici, pour que ce soit significatif, il faut que ce soit au-dessus de ce risque fracturaire, c'est la consommation de produits laitiers durant l'enfance en vert, l'adolescence en rouge et l'âge adulte en noir, et le risque fracturaire. Vous voyez que les deux qui ressortent très très clairement, c'est ces deux verts, c'est-à-dire durant l'enfance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant dès 10 ans qui ne consomme pas assez de produits laitiers augmente déjà son risque fracturaire. Moi, on m'envoie régulièrement des enfants de 10, 15 ans qui tombent dans la cour de récréation et qui se cassent quelque chose, parfois plusieurs fois par année. Ce n'est pas normal. Donc, à chaque fois, je les envoie à mon amie et collègue Agnès Linglard, la papesse du calcium, et pour voir s'il n'y a pas une maladie osseuse qui expliquerait ça. Elle me répond régulièrement insuffisance de produits laitiers. Donc, ça diminue la minéralisation osseuse pendant l'enfance, mais pire encore, regardez ce trait vert ici. Lorsqu'on n'a pas assez consommé de calcium durant l'enfance, on augmente son risque fracturaire tout au long de sa vie, notamment chez vous, mesdames, après la ménopause. Et c'est ça, cette publication, c'est celle de Calwarf en 2003. Donc, lorsque les enfants ne vont pas assez de consommer de calcium pendant les 20 premières années de leur vie, tout au long de leur existence, ils vont augmenter leur risque fracturaire. C'est pour ça que je vous disais que c'est une mauvaise nouvelle, parce que si vous dites mince, j'aurais dû manger plus de produits laitiers durant l'enfance, c'est trop tard. Mais on a aussi, vous voyez, durant l'adolescence, c'est un peu moins augmenté. C'est donc surtout dans les toutes premières années de la vie
que se joue notre avenir osseux. Alors tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que les végétaliens, donc il y a très peu d'études publiées sur les enfants et les adolescents végétaliens, mais en voilà une assez ancienne qui a comparé des adolescents végétaliens avec des adolescents omnivores. Alors ils ont bien évidemment démontré que leurs apports de calcium, les apports ingérés, donc les apports absorbés doivent être encore inférieurs parce que, comme je vous ai dit, la plupart des végétaux ont une biodisponibilité du calcium qui est moindre. Donc, vous voyez, à peu près 2 fois moins de calcium, qui a comme conséquence quand même une diminution du contenu minéral osseux, notamment au niveau du col du fémur. Là, ils ont fait à peu près toutes les parties du squelette, mais j'ai pris le col du fémur parce que c'est bien sûr ce qui souffre le plus, notamment chez les personnes après 60 ans. Et effectivement, dans cette publication récente, les auteurs ont montré que le végétalisme augmentait significativement le risque fracturaire. Parce que c'était aussi ce que nous rétorquaient les végétaliens en nous disant « vous nous embêtez avec vos produits laitiers ». Aucune publication n'a montré. En réalité, il y en avait quelques-unes, mais cette méta-analyse, donc qui est récente, vous voyez, qui date de l'an passé, a démontré. Alors, ce qui est intéressant, regardez là-haut, c'est les végétariens. C'est un peu augmenté, mais pas significativement. Tout simplement parce que, heureusement, la plupart des végétariens consomment des produits laitiers. On l'a vu avec Madame Dubel qui a montré sa patiente qui régulièrement se mettait au lait et reprenait un régime végétalien. Mais donc, grâce à un régime végétarien avec produits laitiers, on évite les risques fracturaires. Mais quand on n'en mange pas du tout, on ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on voit un adolescent végétalien? Pardon, qu'est-ce qu'on fait si on voit un adolescent qui ne boit son lait, enfin ne mange pas de produits laitiers? Là, vous n'avez pas le choix. La supplémentation en calcium doit être systématique et non pas écouter donc des recommandations de l'ANSES qui disent c'est pas grave, vous remplacez par mais bon, les ingénieurs agronomes ils prennent à nourrir les vaches. Donc entre 500 et 1000 mg par jour selon l'âge et les autres. Si c'est une adolescente qui boit 2 litres de Contrex par jour, j'ai aucun lien d'intérêt avec Contrex, tant mieux qu'elle continue. J'espère qu'elle a des toilettes partout où elle va, mais en tout cas, c'est une possibilité, donc c'est à vous de régler. N'oubliez pas de la supplémenter en vitamine D. Les recommandations de la vitamine D vont être refaites. Là, j'ai suscité un groupe de travail présidé par Agnès Linglard et Justine Baqueta, les deux papesses françaises du calcium. Donc, à la fin de l'année, on va donner une nouvelle recommandation française, la supplémentation qui se rapprocheront de celle-là, non pas 100 000 unités comme les recommandations actuelles qui ont été mal faites, mais 50 000 unités tous les 2 mois. Donc, voilà ce qu'on fait devant un adolescent qui ne boit pas de lait. Maintenant, quelque chose qui est très à la mode, les régimes sans produits carnés. Alors, pour la Société française de pédiatrie, j'ai eu l'honneur de présider un groupe de travail qui a défini, donc il y a 3 ans, les besoins en fer absorbé. Alors, jusqu'à maintenant, tous les besoins étaient en fer ingéré. Mais là, nous avons décidé de les faire en fer absorbé, c'est-à-dire qu'ils passent vraiment dans le sang. Vous allez voir pourquoi. Et donc, j'aimerais insister sur une partie, parce que le végétalisme, heureusement, touche maintenant surtout les adolescents. Il y a quelques cas dramatiques chez le nourrisson, mais je les ai exclus de ma présentation. Vous voyez, les besoins sont énormes, 1 à 2 mg par jour. Vous allez voir que c'est absolument énorme. Alors, pourquoi on a décidé de faire en fer absorbé, non pas en fer ingéré, comme ça existe partout? Tout simplement parce que la biodisponibilité du fer, c'est-à-dire la quantité, la proportion de fer qui est absorbée par rapport à celle qui est ingérée, est bonne pour le fer de la viande, le fer qu'on appelle héminique, 20 à 30%, vous voyez que bonne, ça veut dire quand même que 70 à 80% n'est pas absorbé. Alors que le fer des végétaux est très mal absorbé, tout simplement parce que le fer des végétaux est du fer ferrique, Fe3+, qui doit être réduit en fer ferreux et Fe2+, avant d'être absorbé. C'est un facteur limitant, alors que le fer héminique est directement absorbé. Donc 7 fois moins important. Alors, 1 mg de fer, comment fait-on pour absorber 1 mg de fer? Je vous rappelle, c'est le double qu'il faut chez les adolescents. Alors, moi je suis un grand prescripteur de boudin noir, comme feu mon maître Lestradet, que je salue s'il m'entend, qui était aussi très connu pour prescrire du boudin noir. Je vous assure que ça marche. Bon, le boudin noir, c'est du sang de porc, donc ça exclut tous ceux qui ne mangent pas de porc et tous ceux qui sont dégoûtés par le sang. Ça en fait pas mal, sans compter que c'est souvent les parents qui sont dégoûtés en disant « mais je ne vais pas donner ça à mon enfant ». Le boudin, vous allez tous goûter, hein, ça n'a pas de goût. Hein.
Donc, ça peut être mélangé à n'importe quoi. Ça marche super bien. 17 grammes de boudin noir, c'est pas beaucoup. Et pour les amateurs de boudin antillais, vous voyez ce que c'est un boudin antillais? C'est pas, bon, je les mange en une bouchée, moi. Hein. C'est 60 grammes. Donc, c'est un quart de boudin noir, de boudin antillais. Donc, vous voyez que c'est assez rapide. Hein. C'est à peu près 2 cuillères à café. Alors, vous voyez, pour les produits carnés, c'est 180 grammes. C'est beaucoup. On va y revenir. Mais si on écoute toujours certains à l'ANSES ou certains qui disent mais il y a des produits très très riches en fer, je les ai mis à la fin, j'ai mis les végétaux. Céréales complètes, c'est les plus riches. 370 grammes. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, ça pèse pas lourd les céréales complètes. Une boîte de Kellogg's, c'est 300 grammes. Donc 300 grammes pour un enfant de moins de 10 ans, ou une boîte ou 2 boîtes entières par jour pour les adolescents. On a beau aimer les céréales, ça me paraît compliqué. Et puis si on passe aux végétaux, c'est comme le calcium tout à l'heure, 1,3 kg d'épinards, 2 kg de légumes secs, même si on y arrive, j'espère qu'on a des intestins solides. Donc ça fait quand même beaucoup, et ce sont des adolescents. Donc franchement, on ne peut pas avec la viande. Alors, vous avez dû faire des calculs, et vous avez dû vous dire, mais attendez, tout à l'heure c'était 2,4 mg pour les adolescentes, ça fait donc 400 grammes de produits carnés par jour. Mais aucune adolescente ne mange 400 grammes. Elles devraient être toutes carencées. Et là, j'aimerais insister sur un point, c'est les fameux apports nutritionnels conseillés. Ça a changé de nom comme tout, hein, mais on va rester quand même classique pour que les gens comprennent. Alors, les apports nutritionnels conseillés, je vous rappelle, ce sont les apports qui assurent les besoins de quasiment la totalité de la population, 97,5% de la population. 97,5, c'est 100 moins 2,5. On est à l'extrême droite de la courbe de Gauss. Et effectivement, les filles, alors en rouge, c'est les filles, en bleu, c'est les garçons. Je vous ai dit, je suis très traditionnel. Donc, à l'extrême droite de la courbe de Gauss, c'est ceux qui ont la malchance d'être à l'extrême droite de la courbe de Gauss. Ce sont eux, elles surtout, qui sont carencés en fer. Et effectivement, je vous rappelle que 20% des adolescentes et 20% des femmes, mesdames, sont carencées en fer. Donc, en France, je ne vous parle pas en Afrique. C'est bien sûr 3 fois plus. En revanche, si on prend la médiane, c'est-à-dire 50% de la population, eh bien, vous voyez qu'on a des chiffres, tout ça c'est tiré de notre travail, on a des chiffres qui deviennent raisonnables. Ça fait à peu près 200 grammes de produits carnés par jour, ce qui est hautement raisonnable. On reviendra tout à l'heure à l'extrême gauche de la courbe de Gauss. Et donc, la Société française de pédiatrie recommande aux adolescents, et à vous mesdames, mais vous n'êtes plus des enfants, donc je n'ai rien à dire, mais je vous le suggère quand même, de manger 2 produits carnés par jour. Je n'entrerai pas dans les débats délirants autour de ce qui n'est pas scientifique, mais les enfants doivent manger 2 produits carnés par jour. Je rappelle que la carence martiale est la première des carences nutritionnelles de la planète, notamment celle des pays développés comme le nôtre. Et des publications récentes montrent une corrélation parfaite entre le contenu en fer du cerveau et le quotient intellectuel. Donc, si on ne veut pas devenir de plus en plus idiot après ne plus savoir manger, manger du fer. Donc, 2 produits carnés par jour chez les enfants. Alors, qu'en est-il chez les végétaliens, qui sont quand même des modèles de non-mangeurs de viande? Eh bien, étonnamment, la plupart des travaux ne montrent pas plus de carence martiale chez les adolescents. Alors, il y a très très peu de travaux, hein, mais vous voyez, là, il y a des 15 adolescentes véganes, mais comparé à des adolescentes omnivores, et c'est ce qu'on retrouve hein, quand je fais ce topo devant beaucoup de gens, il y a toujours une magnifique jeune femme qui vient me voir, magnifique, toute rose, donc pas anémique. Ce n'est pas le cas de tous les végétaliens, qui sont la plupart extrêmement pâles, mais qui me dit, écoutez, moi, ça fait des années que je suis végétalienne et je ne suis pas carencée en fer. Donc, ce n'est pas un mythe. Là, beaucoup de végétaliens ne sont pas carencés en fer. Alors, voilà mon explication. Moi, je vois beaucoup d'adolescents qui se mettent à un régime sans viande. C'est très à la mode. Hein. On a tous les délires qui circulent dans les médias et qui nous font croire que la viande est mauvaise pour la santé. La plupart qui se mettent à un régime végétalien abandonnent au bout de 2-3 mois. La carence martiale étant de loin la première carence qui arrive, ils sont épuisés, ils se disent, bon, c'est vraiment pas fait pour moi, et ils abandonnent le régime. Mais par contre, beaucoup n'abandonnent pas. Et ça, c'est ceux qui sont à gauche
de la courbe de Gauss, c'est-à-dire qui ont des besoins particuliers, enfin qui absorbent anormalement le fer. Il y a une maladie que vous connaissez tous, qui est l'hémochromatose. L'hémochromatose, c'est, vous voyez ici le couple hepcidine-ferroportine, c'est une mutation qui fait qu'on n'a pas d'hepcidine. L'hepcidine inhibe l'absorption du fer. Donc quand on n'a pas l'hepcidine, on absorbe tout le fer. Et moi qui fais beaucoup de ferritinémie, je vois parfois des ferritinémies à 200, 250, 300. Mon hypothèse, c'est que ce sont des variants génétiques de l'hepcidine, donc des hémochromatoses à minima, qui sont très très fréquentes, et qui font que dans la population, on a des gens qui absorbent anormalement le fer, qui devraient manger moins de viande, ceux-là. Mais quand ceux-là se mettent au végétalisme, ils résistent. Ils résistent, ils ne sont pas carencés en fer, ils vont être carencés dans tout le reste. Mais ça ne se voit pas tout de suite. Et c'est probablement pour ça que dans les très faibles études, il y a très très peu d'études sur les végétaliens, c'est les végétaliens depuis plusieurs années, eh bien on a sélectionné ceux qui absorbent anormalement le fer. C'est une hypothèse. Donc qu'est-ce qu'on fait si on voit un adolescent qui ne mange pas de viande? Eh bien on le supplémente en fer, mais attention, je viens de vous le dire, la plupart des végétaliens ne sont pas carencés en fer. Donc on va doser la ferritinémie et on va voir parfois une ferritinémie normale, et dans ce cas-là on ne supplémentera que ceux qui sont véritablement carencés en fer. Et puis on rappellera ce qui ne peut pas remplacer la viande, les légumes cèpes et les épinards, je vous l'ai déjà dit, et surtout ce délire, les steaks végétaux. Steaks végétaux qui n'ont rien de steak, hein, voilà un steak de soja. Alors le soja est très riche en fer. Donc quand on raisonne en fer ingéré, vous voyez le contenu en fer, on se dit c'est pas mal, 2,7 pour le bœuf, 1,7 pour le soja, c'est pas mal. Mais regardez ce qui est absorbé, 10 fois moins. Je rappelle les besoins d'en faire absorber en dessous des adolescents. Donc faites le calcul, 1 ou 2,4 divisé par 0,06, ça fait à peu près 1 kg de soja, 1 kg de steak de soja. Bon. Donc les steaks de soja sont une aberration. Et puis on va terminer par bien sûr l'extrême, qui sont les régimes végétaliens, qui je vous rappelle excluent tout produit d'origine animale, y compris le miel. Pourtant, le miel, ça paraît très très bon. Enfin bon, le miel n'apporte rien à part le plaisir, ce qui est déjà très important. Donc, ils vont bien sûr être carencés en fer, en calcium, je ne vais pas y revenir, mais il y a d'autres carences qui s'y ajoutent. Et là, c'est un patient que j'ai suivi il y a plusieurs années, qui était végétalien depuis plusieurs années, puisque sa mère l'était. Il est arrivé à l'hôpital Trousseau, paraplégique des membres inférieurs. Nos collègues neurologues ont fait un électromyogramme qui a montré des signes d'une sclérose combinée de la moelle, qui est une complication de la carence en vitamine B12. Il n'avait effectivement pas de vitamine B12. Il a été rechargé. Il a abandonné le végétalisme. Il a gardé des séquelles. Alors, il a la chance parce que normalement, il aurait dû rester paraplégique. Mais il a récupéré, sauf que c'était un champion d'athlétisme et il ne pouvait plus courir. Donc, il a quand même gardé des séquelles. J'ai suivi pendant 2 ans, puis il a été perdu de vue. Peut-être qu'il s'est remis au végétalisme. Alors, effectivement, lorsqu'on regarde les apports en vitamine B12 des végétaliens, la vitamine B12 est une vitamine exclusivement d'origine animale, eh bien, ils n'en ont pas. Vous voyez, 0. La vitamine B12, comme beaucoup de vitamines, on a 3-4 ans de réserve. Donc, si aujourd'hui, après mon topo, vous décidez d'être végétalien, ça m'inquiétera, mais bon, m'inquiétera sur la qualité de mes propos. Vous allez mettre 3 ans avant d'être carencé en vitamine B12, alors que le fer, c'est 2-3 mois, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, ça donne quoi? La vitamine B12 est importante pour tout ce qui est neurologique, et ce travail chez les végétaliens a montré une corrélation entre la carence en vitamine B12 et des troubles cognitifs. Vous voyez, c'est corrélé à l'intelligence et au raisonnement divergent. Chez le tout petit, ça donne des tableaux neurologiques dramatiques avec des séquelles tout aussi dramatiques. Ça, c'est la vitamine B12. Et puis, les végétaliens ne mangent pas de poisson. Le poisson, c'est une source de DHA, d'acide docosahexaénoïque, qui est un acide gras semi-essentiel. Il n'est pas essentiel, on est capable de le fabriquer. Mais chez l'enfant, l'AFSA, l'ancêtre de l'ANSES, avait, en 2011, défini le DHA comme un acide gras semi-essentiel. C'est-à-dire que il faut en apporter un minimum de 0 à 18 ans parce que c'est un acide gras indispensable pour le développement cérébral de l'enfant et de l'adolescent. On en trouve dans les produits de la mer essentiellement, notamment les poissons gras qui sont ici. Vous avez vu que 3 grammes pour 100 grammes, avec 100 grammes de saumon ou de sardines, on a les besoins hebdomadaires d'un adolescent. Donc, il suffit d'en manger 1 fois par semaine. Alors, qu'en est-il chez les végétaliens?
Eh bien, je n'ai pas trouvé d'études pédiatriques, mais j'ai trouvé 5 études adultes qui toutes montrent un déficit en DHA chez l'adulte. Donc, ça doit être la même chose chez l'enfant. Enfin, je terminerai sur un point, et Madame Dubel l'a évoqué. Le végétalisme n'entraîne pas de carence protéique. À chaque fois que je parle du végétalisme, on me dit « Ah oui, ils vont être carencés en protéines ». Les végétaliens ne sont pas carencés en protéines. Le problème du végétalisme, c'est le fer, le calcium, la vitamine B12, mais ça n'est pas le problème des protéines. Regardez cette étude, il y en a très très peu, donc c'est toujours les mêmes que je vous montre. En termes énergétiques, ils mangent moins d'énergie, c'est à peine significatif, mais surtout en termes protéiques, ils sont nettement au-dessous. Regardez. Mais ils restent largement supérieurs aux besoins. Donc, je répète, il n'y a pas de carence protéique chez les végétaliens. Ça n'est pas un problème chez les végétaliens. Encore moins chez les végétariens qui consomment des produits laitiers. Alors pourquoi? Parce que, et Mme Dubel l'a dit tout à l'heure, alors là, Mme Dubel a présenté une anorexique, donc ça, c'est pas pareil. Hein. Les anorexiques, elles ont des régimes particulièrement déséquilibrés. Les végétaliens, ils ont un régime très déséquilibré aussi, mais ils mangent énormément de végétaux. Ils ne sont pas anorexiques. Hein. Ils mangent énormément de végétaux et ils combinent souvent les céréales et les légumineuses. Et puis, il y a des produits qu'ils adorent. Je me suis toujours demandé pourquoi les bobos aimaient les quinoa, j'ai compris. C'est parce que c'est un des produits, comme le soja, qui est le moins carencé. En réalité, c'est un peu carencé en méthionine, mais en mangeant du soja, du tofu, on en a parlé tout à l'heure, du quinoa, on arrive à assurer les besoins en acides aminés essentiels qui seraient limitants. Hein. Je rappelle qu'en Afrique, où les enfants, par exemple, dans certains pays d'Afrique, ne mangent que des céréales, donc très très peu de légumineuses et pas du tout de viande, eh bien, ces enfants mangent jusqu'à 2 à 3 fois leurs besoins en protéines. Et pourtant, ils sont carencés parce que justement, ils sont carencés en lysine. Donc, on peut avoir 3 fois ses besoins en protéines et être carencé parce qu'il manque un acide aminé essentiel. Alors, heureusement pour nous, les végétaliens sont dans les pays développés et ils peuvent combiner céréales et légumineux. Je peux vous assurer que si les Africains, on leur demandait d'être carnivores, ils seraient absolument ravis si on leur donnait de la viande. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez un végétalien? Eh bien voilà, avec Julie Lemal, une de mes collaboratrices, et dans tout un groupe de travail que j'avais suscité, dans notre société savante, le groupe francophone d'hépato-gastroentérologie et nutrition pédiatrique, a publié l'an passé des recommandations, je vous le conseille, hein, cet article. Il est en anglais, parce que maintenant les archives de pédiatrie sont en anglais. Les recommandations pour supplémenter un végétalien, on retrouve le fer, on retrouve le calcium, je vous en ai déjà parlé, on retrouve la vitamine D, je vous en ai parlé aussi, et on est ajouté la vitamine B12 et le DHA. Alors le DHA, ça existe en médicaments, mais c'est des huiles de poisson, donc à part les végétaliens qui ne savent pas lire, c'est difficile de leur donner ça, donc c'est des microalgues. D'ailleurs, les poissons se nourrissent de ces microalgues pour fabriquer pour avoir du DHA. Ça coûte une fortune, mais c'est ce qu'on peut donner chez les végétaliens. Voilà, donc je terminerai parce que, en revenant à la nature, moi je suis pédiatre et j'ai vu des milliers d'enfants dans ma vie et je peux vous assurer que la très grande majorité des enfants adorent la viande. La très grande majorité des enfants adorent les produits laitiers et la grande majorité des enfants n'aiment pas les légumes. Je pense que ça n'est pas un hasard. On a été sélectionné pour aimer la viande quand on est enfant, pour aimer les produits laitiers quand on est enfant et pour ne pas aimer les légumes. Et donc, arrêtons d'obliger ces enfants à manger des légumes à la place des produits laitiers et de la viande. Et je regrette que des gens détruisent, souvent d'ailleurs avec des prétextes écologiques, détruisent ce que la nature a mis des millénaires à construire si on a été sélectionné comme ça et qu'on est quand même l'animal le plus intelligent de la Terre, jusqu'à temps justement que le végétalisme nous détruise. C'est parce qu'on a mangé de la viande et des produits laitiers. Donc, je terminerai en donnant ma vraie malbouffe. Encore une fois, je vous ai dit, moi, je ne comprends toujours pas pourquoi on considère que ce produit est une malbouffe. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider, parce que je n'y arrive pas. Mais la véritable malbouffe, pour moi, c'est le végétalisme. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais vu un seul enfant en 30 ans de carrière qui avait des complications parce qu'il mangeait le produit qui est à gauche. Par contre, les enfants végétaliens, j'en ai vu dans mon service, submourants, voire mourants, avec des complications et des séquelles définitives. Donc pour moi, la malbouffe, c'est celle qui donne vraiment des maladies
et celle qui donne vraiment des maladies, c'est le végétalisme. Je vous remercie. Je vous laisse ma place.